elles sont... D'accord. Oui. Elles sont souvent rejetées, méprisées, éloignées de la société lorsqu'elles sont victimes de cette maladie. Cela arrive parfois en allant donner la vie. Des femmes sont victimes des fistules obstétricales. C'est une maladie qualifiée de maladie de la honte du fait qu'une femme qui en est victime n'est pas souvent la bienvenue dans la société. Parfois, le mari, même le mari et toute sa famille la rejettent parce qu'il y a des incontinences partout. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des solutions à cette maladie? Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas être victime de ce type de maladie? Et quand ça arrive, est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à faire pour en être guéri? Y a-t-il des structures qui prennent la chose en charge dans notre pays? Nous allons en parler dans cette émission ce matin avec des invités déjà présents sur ce plateau que Heureuse Danonde va se faire plaisir de vous présenter. Eh oui, tout à fait. Nous avons sur ce plateau Madame Pounami Dokotoko. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes la coordonnatrice du projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin. Est-ce qu'on a déjà zéro fistule? On va en parler tout à l'heure. En face de vous, nous avons le professeur Josué Avakoujo, médecin urologue. Merci d'être là pour ça. D'ailleurs, on ne vous présente plus, hein, c'est votre plateau, nos Pindel. Merci d'être là. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour téléspectateurs. Au téléphone, nous aurons une victime, une femme qui a souffert de fistule obstétricale, qui a pu être réparée. Elle va nous donner son point de vue, son témoignage dans quelques minutes. Merci à vous, Madame Danonde. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Docteur Avakoujo, nous allons commencer par essayer une définition de ce que l'on appelle, ou bien de ce qu'on entend par les fistules obstétricales. Merci beaucoup. En définition, nous pouvons expliquer que la fistule obstétricale, il y a d'abord deux mots dedans. Il y a fistule et obstétricale. L'obstétricale veut dire à rapport à tout ce qui concerne l'accouchement. Donc, c'est une communication anormale entre la vessie et le sexe féminin, ou bien entre le rectum et le sexe féminin, le vagin en l'occurrence, à l'issue d'un accouchement laborieux. Donc, le concept d'accouchement est important pour avoir le caractère obstétrical. Sinon, il y a des fistules dans d'autres contextes. OK. D'accord. OK. Donc là, nous parlons précisément des fistules issues d'un accouchement difficile. D'accord. Ben, Madame Dokotoko, dites-nous, au Bénin, est-ce qu'on est déjà à 0 cas de fistule obstétricale? Non. Bonjour madame. Oui. On n'est pas encore à 0 cas de fistule obstétricale, mais on espère d'ici 2030, avec le projet de la Fondation Claudine Talon Zéro Fistule Obstétricale au Bénin, on espère y arriver. Y arriver, mais quels sont les chiffres aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir des données? Vous êtes de la coordonnatrice depuis, je crois, 2017 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez mené des études. Qu'en est-il? Quelles sont les données qu'on peut avoir, des chiffres au Bénin de femmes vivant avec des fistules obstétricales? La Fondation s'est investie dans la lutte contre la fistule obstétricale en 2017. Et je peux vous dire que d'avril 2018 à avril 2021, nous avons pu dépister 533 cas de fistule obstétricale au Bénin. Donc 429 ont été opérés et 350 ont été guéris. D'accord. Et quelles sont les zones est-ce qu'il y a une zone où ces femmes-là sont le plus concentrées? C'est tout le Bénin qui est concerné. On n'a pas de zone. C'est vrai qu'on a tendance à en trouver un peu plus dans la zone de Ouémé Plateau. Mais en général, c'est tout le Bénin qui est couvert. Et nous travaillons d'ailleurs avec des ONG partenaires qui couvrent l'ensemble du territoire béninois. Et nous avons des femmes un peu partout. D'accord. Un peu moins dans certaines régions, bien entendu, mais c'est tout le Bénin qui est couvert. Mais Madame Pounami, dites-nous, quelles sont les conditions qui favorisent l'apparition, bien la survenue des fistules obstétricales? Comme le disait le professeur tout à l'heure, c'est un accouchement difficile et long. Les grossesses et mariages précoces aussi. Quand on parle d'accouchement précoce, non, d'accouchement long, pénible,
qu'est-ce qu'on entend par là? D'habitude, généralement, quand la femme va à l'hôpital, la femme enceinte va à l'hôpital 1 heure, 2 heures, parfois pour certaines, c'est quelques minutes, hein, mais pour d'autres, ça prend du temps. Alors, quel est le laps du temps qui caractérise l'accouchement difficile dont vous parlez? Vous savez, toutes les femmes aujourd'hui, malheureusement, et les femmes qui vivent dans les régions éloignées n'ont pas accès aux soins obstétricaux. N'ont pas accès et n'arrivent pas à faire les consultations prénatales. Donc, beaucoup de femmes accouchent à la maison, comme on dit, dans les cases. Et c'est souvent dû à des accouchements qui sont pratiqués à la maison, ou la femme qui rentre en travail et qui reste 2, 3, 4 jours à la maison avant finalement d'aller au centre hospitalier. Ou du fait que parce que... Pardon? Est-ce que ces femmes-là vous expliquent les raisons pour lesquelles elles restent à la maison durant tout ce temps avant de... En général, c'est faute de moyens. En général, le mari n'est pas là. On doit attendre la belle-mère peut-être qui doit venir l'assister, qui est au champ. C'est la belle-mère qui a l'habitude de procéder aux accouchements. Sa grand-mère a toujours accouché dans la case. C'est comme ça, c'est dans la case qu'il ne faut pas accoucher. Il y a à l'hôpital, il y a la matrone, etc. Donc ces femmes ne vont pas très vite à l'hôpital et malheureusement, quand elles y arrivent, c'est un peu trop tard. En général, elles perdent l'enfant. Et ensuite, elles ont la fistule obstétricale. Dites-nous, Madame Doko Toko, vous qui êtes coordonnatrice de ce projet, du projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin, dites-nous, est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'aller personnellement au contact de femmes, de victimes de cette maladie, dans leur environnement même? Comment est-ce que cela se passe? Comment vivent-elles la chose? Bien sûr, nous sommes tout le temps en contact de ces femmes-là, puisque pour les dépister, il faut aller vers elles. Vers elles, ok. Donc, il nous arrive au cours des formations que nous faisons, des formations de relais communautaires. Les relais communautaires, comme vous le savez, qui sont les premiers répondants face aux populations. Quand nous faisons à travers le Bénin ces formations, il nous arrive qu'on nous dise il y a telle femme qui est dans tel hameau et nous allons donc les visiter. Elles le vivent très mal. Vous imaginez une femme qui est tout le temps en couche, qui perd de manière incontrôlée les urines et ou les selles, qui doit supporter le rejet de sa famille, le rejet de sa communauté. Elles le vivent très mal, ça n'a pas besoin de le dire, elles le vivent très mal. Mais professeur, est-ce que le mal a toujours existé? Parce que les matrones et autres, c'est pas aujourd'hui on entend parler de ça, mais on n'entendait pas parler de fistule obstétricale. Si le mal a toujours existé, j'en veux pour témoignage les découvertes sur les momies égyptiennes. Donc, est-ce que si les momies emportent, ça veut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et les premières techniques chirurgicales qui ont été développées dans la matière l'ont été chez les esclaves noirs aux États-Unis. Donc, pour vous dire que cela a traversé les générations. Et dans les papyrus, on disait que celle qui a mouillé va mourir mouillée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de technique chirurgicale pour réparer. Voilà, donc, c'était une malédiction. Voilà, donc c'est une vieille maladie qui existait depuis. Les momies égyptiennes en sont les témoignages. Maintenant, chez nous, il faut dire que la Fondation Claudine Talon, avec ses partenaires, ont mis cela en lumière. C'est vrai que nous avons la coordonnatrice ici, mais on ne fait pas une émission pour la Fondation Claudine, si on peut limiter. On n'est pas là pour communiquer. Non, on va faire... Attendez, docteur, on va y aller. Il faut qu'on clarifie. On n'est pas là pour faire une communication pour la Fondation Claudine Talon. Si nous, on le fait, on va se faire taper sur les doigts. Autant le dire directement. Après, on va organiser une émission pour la Fondation Claudine Talon pour communiquer réellement sur ses activités. Mais elle aura eu le temps de passer à la DRP d'abord. Voilà, c'est important. Une chose importante, parce que les pays où la lutte a réussi, c'est les pays où les premières dames ont pris le lead. Le Niger, le Tchad. Au Tchad, il y a une grande fondation et premières dames. Donc, quand le politique prend cela à cœur, cela marche. Pourquoi cela marche quand c'est le politique qui prend ça à cœur? Ça veut dire qu'eux, ils ont la possibilité d'avoir beaucoup d'argent. C'est comme avoir les routes. Quand le politique veut les routes, ça marche. Sinon, si vous et moi, nous prenons des graviers dans le quartier, on fera quoi? Donc, quand le politique marche, il sait mobiliser les ressources et il sait mettre l'accent des agents de santé, tout le monde. Quand le ministre vient dans une région, le préfet accompagne la mairie et le politique a les moyens, les ressources d'État pour gérer ça. Vous voyez le paludisme, il y a beaucoup de projets aujourd'hui. Les premiers financements ont été mobilisés grâce au FUNIAP. Le FUNIAP qui est le Fonds national de on a d'ailleurs fait des émissions et donc, avec donc c'est les politiques qui nous ont... donc c'est important que le politique prenne ça à bras le corps. Et donc, quand une première dame ou bien une autorité morale
s'intègrent, s'impliquent dans la lutte, cela marche plus vite que quand c'est les fonctionnaires de santé ou bien qui travaillent. Docteur, revenons dans notre environnement béninois. Oui. Pourquoi, qu'est-ce qui explique le fait que ces femmes-là soient rejetées par leur propre famille, par le mari qui l'a enceinté, et puis elle va faire l'enfant. Ça fait plaisir que ce soit un homme qui pose la question. Non, moi j'aimerais savoir quels sont les facteurs sociologiques qui militent ou bien qui causent ce comportement de la société vis-à-vis de la victime. Oui, je voudrais quand même rendre grâce, rendre témoignage aux hommes qui ont compris. C'est l'ignorance, au fait. Okay. C'est l'ignorance parce que et dans beaucoup de communautés, on pense que c'est parce qu'elle a été infidèle que l'accouchement s'est mal déroulé. Ah oui. Et donc, comme elle a été fidèle, le témoignage, c'est donc cet accouchement qui s'est mal passé. Donc, le mari se sent donc... Dans la tête du mari, il se dit, mais si elle n'avait pas triché, elle n'aurait pas eu un accouchement difficile. Voilà. Et comme elle a la communauté qui l'accompagne dans cette pensée, ses parents, elle-même, lui-même, la communauté religieuse, et on va trouver quelqu'un qui va expliquer, c'est ça. Effectivement, qu'on l'a vu quelque part, salut comme ça, elle a souri à quelqu'un, marché, elle a fait ci, fait ça. Et donc, le mari est dans cette logique-là que c'est une malédiction. Mais ceux qui ont compris, nous avons heureusement eu des cas où les maris accompagnent leur épouse au CNHU, à Oumel, pour les accompagner dans l'opération, parce qu'ils savent que... Un instant, je n'ai pas compris, des maris qui amenaient leurs femmes... À l'hôpital. À Cotonou ici. Oui, à Cotonou. Donc le mal aussi est présent à Cotonou ici. Des femmes qui souffrent de fistules à Cotonou. Absolument, et même des recadres. Parce que quand on dit grossesse, madame l'a dit, une grossesse... Il y a un accouchement qui dure, ça peut arriver à n'importe qui. Nous avons connu des cas où c'est l'embouteillage juste qui a créé le problème. Effectivement. Ou bien la route est dégradée, qui fait que la femme qui doit venir n'est pas venue à temps. Ou bien, comme on a dit, le mari qui doit accompagner n'est pas là. Mais le chauffeur n'est pas venu tôt. Donc, il y a beaucoup de situations, raisons. Je prends un cas simple. Vous habitez à Calavi ou bien à Kassato, et votre clinique de référence est à CNHU. Non, à Sémin. Votre gynécologue préféré est à Sémin. Vous voulez quitter Kassato pour aller accoucher à Sémin. Ça dépend à quelle heure vous quittez. Sinon, vous pouvez rester dans l'embouteillage. Même si vous quittez à 6 heures, c'est que vous êtes déjà dans l'embouteillage. Il n'y a rien à faire. Donc, parfois, il y a des détails qui font que cela peut arriver facilement, même en pleine ville. Raison pour laquelle des médecins, des gynécologues demandent à la femme, il faut voir dans ton environ quel hôpital. Absolument. Voilà, et oui, tout le plan d'accouchement éviter. doit être fait en conséquence. Voilà. Mais Madame Dokotoko, aujourd'hui, ces femmes avec qui vous travaillez, qui souffrent de la maladie, quel est leur tranche d'âge? Est-ce qu'on peut faire un lien? On va voir avec le médecin tout à l'heure, mais pour vous qui êtes sur le terrain, quel est leur tranche d'âge? Les femmes qui sont concernées, c'est de tout âge. Nous avons des femmes qu'on a eues des premières à 13 ans, grossesse précoce, et nous avons eu des femmes qui ont traîné la maladie 40 ans, 45 ans, qui ont 70 ans. Donc, en réalité, il n'y a pas d'âge pour la chose. Il n'y a pas d'âge, tout le monde est... Mais s'il n'y a pas d'âge... De tranche d'âge précise, nous allons dire, c'est que les femmes qui sont concernées de tel âge. La femme qui a très jeune eu la maladie ou qui a eu la maladie à son dernier accouchement à 45 ans et qui a traité la maladie 20, 25, 30 ans, 40 ans pour certaines, mais... C'est toute une vie, en fait. 30-40 ans. Oui, il y a des femmes... À être en couche. Tout à fait. On a eu des cas où des femmes qui ont traîné la maladie pendant 40 ans. Je vois que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens pensent que c'est une malédiction. Oui, ou l'enfant qui est né de l'accouchement, là, c'est l'enfant qui a amené son maman à l'hôpital. À l'hôpital. L'enfant a eu le temps de grandir, de devenir adulte et de soigner maintenant. J'ai appris que ça se guérit par la radio ou par la télévision grâce à vos émissions comme celle que vous faites là. Et donc, c'est cet enfant qui a amené sa maman à l'hôpital. Mais docteur Avakoudio, avant de parler de la réparation, puisqu'il n'y a pas une tranche d'âge définie qui pourrait être victime de la chose, est-ce qu'il existe des situations, mais des conditions, des choses à faire, des précautions à prendre pour ne pas en souffrir? La première précaution, c'est de marier les filles quand elles sont en âge de se marier. Parce il faut éviter les mariages précoces. Le bon sens, quand on voit une fille de cette taille... Vous avez dit le bon sens. On peut supposer qu'elle n'est pas encore en mesure de porter une grossesse. Ça, c'est le bon sens communautaire. Un enfant ne fait pas un enfant. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est déjà important. Après, il y a l'instruction, mais surtout la communication, l'information. Parfois, ce n'est pas ignorance que les gens le font, mais aussi la pauvreté. Parce que parfois, quand on envoie son enfant en mariage précoce, on n'a pas parfois de perspective pour cette fille-là à l'horizon.
on la voit juste perpétuer l'accouchement, la maternité. Mais si on a un projet d'une fille cadre, d'une fille qui va devenir une autorité, on n'en va pas un mariage à 13 ans. Donc il y a la communication, l'information et l'accès à l'éducation. Parce que quand la fille même, elle est au courant, elle est informée, parfois elle se bat. Elle se bat avec l'accompagnement des agents de santé, mais également des autorités morales. Si le pasteur du coin, si le chef religieux, le chef vaudou, l'imam est informé et qu'il prend la chose à cœur, il informe sa communauté pour dire « Ah, dans chez nous, c'est comme la bataille contre l'excision des femmes. Pour cette bataille-là, là où cela a marché, c'est parce que la communauté a été impliquée. A compris l'importance de l'interdit. Donc, il y a ça. L'ignorance joue pour beaucoup. Et l'accessibilité aux soins. Si on peut faire qu'on a besoin de soins, on puisse accéder facilement par les relais communautaires, par des sages-femmes disponibles par tout ce territoire. Mais parlons justement de soins et de personnel disponible. S'il y a des centres spécialisés pour réparer les fistules obstétricales ou bien n'importe quel hôpital peut prendre en charge ces femmes-là? Il y a des centres au Bénin, il y a des centres spécialisés pour réparer ces femmes-là qui sont de fistules. Mais ce n'est pas le centre le plus important, c'est les ressources humaines. C'est-à-dire que si on a les ressources humaines qu'il faut, on peut les opérer partout où il y a un bloc opératoire. Ça suppose que les spécialistes en la matière ne sont pas nombreux dans le pays. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux parce que c'est une maladie qui n'a pas eu beaucoup d'éclairage pendant longtemps. Et donc, ceux qui opéraient venaient souvent de l'Occident et avec des projets, des financements extérieurs. Donc, ce n'est que progressivement que le financement local est en train de s'impliquer dans la prise en charge de ces femmes-là. Donc, c'était des projets extérieurs qui venaient opérer ces femmes-là et après, l'expert retournait dans son pays. Mais on a parlé un peu de, où est-ce qu'on peut opérer et tout, mais lorsqu'on en vient à la maladie même, ces femmes qui peut-être sont enceintes, comment elles pourront savoir que là, elles sont à risque d'avoir une fistule après accouchement? Quelles sont les manifestations? Donc, la sage-femme est formée pour dire à une femme qui est enceinte, votre grossesse a un risque de complications. Et donc, à tel mois de grossesse, s'il vous plaît, rapprochez-vous d'un hôpital où il y a un bloc opératoire. Ou bien, elle prend les contacts avec les médecins gynécologues qu'il faut. Donc, c'est l'accompagnement de la grossesse qui n'est pas toujours effectué correctement. Et également les pesanteurs. En tout cas, au Bénin, pour quelques cas que je connais, lorsqu'on dit même à des gens intellectuels, on va vous faire une césarienne pour une grossesse, les gens pensent que c'est une malédiction. Or, la césarienne est parfois la solution pour sauver et la mère et l'enfant et garder la maman en état de concevoir à nouveau. Et donc, parfois, la hantise du bistouri fait qu'on dit, césarienne, c'est malédiction, c'est moi et tout. La grand-mère dit, chez nous, accouchement, je ne suis pas voix basse. Et donc, derrière cette course contre la performance d'accoucher par voix basse, et finalement, on finit par avoir des grossesses, l'enfant meurt, généralement, la femme obtient une fistule et, conséquence, elle est rejetée par la communauté dans laquelle qui devait normalement l'assister. D'accord. Mais Madame Dokotoko, vous avez parlé de dépistage. Vous allez sur le terrain, vous les dépistez, mais vous les dépistez et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Comment le suivi se fait jusqu'à ce qu'on en vienne à une réparation possible? Il faut dire que la prise en charge de la fistule obstétricale s'articule autour de 3 volets. Le premier volet, c'est la recherche active, le dépistage, que nous faisons avec la formation des relais communautaires, avec un numéro vert qui est mis à disposition où les femmes peuvent appeler, avec les agents de santé, quand les femmes viennent ou en consultation, on se mal, donc on leur dit, vous pouvez vous référer à telle fondation pour vous faire guérir. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est la réparation, la prise en charge opératoire. Nous sommes en partenariat avec 2 ONG, Artémédis et GFMER, qui prennent en charge l'acte opératoire entièrement et c'est gratuit. Et nous avons le 3e volet qui est la prise en charge socio-économique dans la fondation. Et ce sont les médecins qui traitent, qui opèrent? Ce sont les médecins qui béninois qui opèrent et c'est la lutte que nous faisons actuellement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus tributaires des missions étrangères. Nous avons la possibilité aujourd'hui à Tanguieta, où nous ne faisions
jusqu'en 2019 que 3 missions par an. Nous avons eu la possibilité avec la Fondation de faire des missions à Parakou. Nous en avons fait 3 l'année dernière. Nous avons commencé une cette année. Et nous avons aussi la possibilité de le faire aujourd'hui au CNHU, au centre en neurologie. D'accord. Voilà. On va écouter des Béninois qui sont informés également sur la question et qui donnent ici leur point de vue. J'entends parler, mais de quoi il s'agit concrètement? Je sais que c'est une maladie des femmes. Est-ce qu'il y a une maladie qu'on va appeler que c'est une honte? Non, il n'y a pas une maladie, on va dire, même le sida aussi, on sait que ce n'est pas une honte. Lorsque tu souffres de sida, on sait qu'il y a un calmant, on sait qu'il y a un médicament pour ça. Bon. Mais s'il n'y a pas un médicament concret, on sait que oui, ça peut être guéri. Donc cette maladie aussi peut être guérie. Ce n'est pas une honte. Les femmes ne demandent pas à tomber malades, les femmes ne demandent pas ce que cette maladie puisse frapper à leur porte. Donc quand elles se retrouvent dans cette situation, le conjoint, la belle famille, c'est le moment ou jamais pour ces personnes de soutenir cette femme qui a plus besoin de ça que réellement d'aller, je dirais, tout de suite à l'hôpital. C'est d'abord sur le soutien des proches que ces femmes-là veulent compter avant de pouvoir faire face à la maladie elle-même. Moi, je propose qu'il faut soutenir ces femmes qui sont dans ces cas. Elles ne sont pas à être abandonnées parce que cela nécessite une honte de la famille, la belle famille ou bien la famille d'où elle vient, ou bien elle-même, elle a des difficultés, elle ne sait pas comment en parler. Donc moi, je dis, qui est malade, en parle. Si cette dernière est mariée, ou elle a un conjoint, ou les parents doivent quand même mettre les conditions nécessaires, favorables, pour l'aider quand même à se faire guérir de cette maladie. Parce que cela, il ne faudrait pas que ça reste elle. Elle est une mère, elle est appelée être mariée ou mariée, avoir des enfants et rester pour toujours. Oui, la maladie de la honte, oui, on peut l'appeler ainsi, puisque déjà, lorsque vous êtes mal à l'aise, lorsque vous n'êtes plus dans une posture hygiénique, vous voyez, c'est dérangeant, c'est très embêtant. Maintenant, ça dépend de comment la société prend la chose. Cette femme ne devrait pas se cacher, c'est pas faute de, enfin, pas ignorance, sinon que une femme qui porte un tel truc devrait alors recourir à des soins sanitaires à une prise en charge tout simplement. Voilà. Y a un adage qui dit qu'il ne faut pas se moquer de celui qui se noie quand on n'a pas encore traversé la rive. Donc normalement, les gens ne devraient même pas se moquer de ces femmes-là qui, par exemple, en voulant uriner, et elles ne le savent pas souvent et ça sort. Et elles sont gênées, elles sont dérangées, elles restent chez elles et elles ne sortent pas. Et il ne faut pas que ça soit une fatalité pour elles. Il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles puissent vivre leur vie et surtout, il faut qu'elles puissent sortir, aller voir un médecin, un spécialiste pour se faire traiter. Eh bien, voilà qui est dit. Docteur Avakoudia, vous retrouvez dans ce que les Béninois ont dit là? Effectivement. Et comme je vous dis, c'est le bon sens qui a choisi de me partager. Une femme qui sent l'urine, premier disons, on ne veut pas. C'est répugnant. Elle-même se met tranquillement en isolement parce qu'elle ne veut pas être indexée par la communauté. Mais cette maladie met à rude épreuve le sens de la solidarité. Solidarité matérielle, mais également sentimentale. Le mari, la communauté doit l'accompagner pour comprendre qu'elle traverse une période, mais qu'il y a de l'espoir parce qu'elle est curable. Ce n'est pas une malédiction, elle est curable. Et donc, ce message, elle doit porter. Une femme qui a une fissure cervicale, il faut l'accompagner dans une démarche de guérison. Et les médecins, le ministère de la Santé, tous ceux qui sont partenaires de cette œuvre-là, permettent de leur donner le sourire à la fin. Mais, docteur ou professeur, avant de donner la parole à Mme Doko Toko, au témoin d'un doute,
Les femmes petites là, oui. Elles sont vraiment à risque parce que tous ceux qui connaissent eux savent que vous avez... Non. Vous avez peur? Mais il faut avoir peur. Ça dépend. Si toutes les femmes petites étaient à risque, les pygmées n'auraient pas de progéniture. Voilà. Parce qu'on entend dire que les femmes petites de taille... Qui n'ont pas le bassin assez développé, assez large, pourraient en être victimes. Oui, mais ça dépend également de la taille du bébé qui est dans le ventre. Donc, les gynécologues ont des algorithmes qui permettent de prédire s'il y a un risque ou pas. Voilà. Et c'est que les sages-femmes qui sont les paramédicaux aussi. Donc, je pense que c'est le gynécologue qui dit si c'est à risque ou pas. Mais, encore un message, il faut aller voir un médecin, un spécialiste quand on est enceinte. Déjà maintenant, on voit que l'état civil l'impose au père. C'est une bonne technique pour suivre la grossesse. Voilà. Parce qu'il ne faut pas laisser la femme à la maison sans soins prénataux. Et puis bon, ça y est. Et moi, je trouve également un élément important, c'est que quand on sait combien d'enfants il va avoir dans une communauté, on peut prévoir le nombre d'écoles à construire dans 20 ans, dans 10 ans. Donc c'est aussi un outil qui est transversale. Voilà. Vraiment. Alors, Madame Dokotoko, quand vous avez suivi vos réactions, il y a un homme qui a dit, oui, on peut considérer ça comme une maladie de la honte. Il l'a dit. Oui, c'est la maladie de la honte. Les femmes sont rejetées de leur société, elles sont répudiées par leur mari, elles sont rejetées parce qu'on les soupçonne d'adultère, d'autres on leur jette des pierres, on dit que ce sont des sorcières. Et les odeurs qui s'ensuivent, c'est des femmes qui ne peuvent plus aller dans leur... qui ne peuvent plus aller au marché, qui ne peuvent plus exercer une activité génératrice de revenus, de ces femmes qui sont complètement isolées. Vous en rencontrez qui vont carrément aller vivre dans des champs et qui ne rentrent plus du tout en famille pour vivre avec les siens. Et c'est cela que la Fondation donc essaye. Donc, c'est vrai que c'est la maladie de la honte, mais elle ne devrait plus être la maladie de la honte avec le concours de tout chacun. Il faut sensibiliser. C'est une maladie, ce n'est pas une fatalité et c'est une maladie qui peut se guérir. Et tous ensemble, nous devions donc là aujourd'hui que moi je trouve, c'est que c'est gratuit le traitement. Tout à fait. La prise en charge est entièrement du dépistage jusqu'à la mise en place d'une activité génératrice de revenus. En passant par la réparation. En passant bien sûr par la réparation. Mais docteur, la réparation, c'est à 100%? Oui, pas 100%. Il n'y a aucune maladie qui est à 100%. Mais 90%, on est proche de 90%. Et puis les cas ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les incontinences sont quand même contrôlées ou bien sont limitées. Oui, en fait, mais il y en a quand même. Lorsque le chirurgien opère un cas de fissure obstétricale, il a plusieurs objectifs. Il a d'abord de fermer l'orifice le trou par lequel l'urine sort, ou bien la matière fécale. D'accord. Mais après, c'est une femme qui est parfois en âge de procréer. Donc, il faut que le vagin soit réparé aussi. D'accord. Docteur, je ne vous arrête pas. Nous avons en ligne notre témoin. Voilà, c'est une victime de cette maladie qui a été guérie. Mesdames, Messieurs, nous n'allons pas, vous l'imaginez bien, vous décliner son identité, mais vous allez entendre sa voix. Bonjour, madame. Bonsoir. Comment ça va, madame? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Nous sommes contents de vous accueillir dans cette émission. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu la maladie de la fistule obstétricale et comment vous en êtes guéri? Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Ici, c'est Pascaline. Oui, allez-y directement, madame. La fistule obstétricale, c'est une maladie qui gaspille la vie des femmes. Dans les temps passés, moi qui suis en train de parler maintenant, j'ai attrapé la maladie. Je vais accoucher. Et je suis en travail. Comme les mamans, les belles-mères sont à la maison, elles disent, j'attends un peu. Le premier jour, le deuxième, jusqu'à j'ai fait 6 jours à la maison. Vous avez fait 6 jours à la maison? Oui. Pendant que vous étiez déjà en travail? Oui. Seigneur. Bon, on était parti à l'hôpital. Les sages-femmes aussi ne sont pas bien de nous.
On est resté là pendant 4 jours encore. Les sages-femmes vous ont encore laissé pour 4 jours après que vous soyez venu à l'hôpital? Oui. Mais pour quelle raison les sages-femmes dans l'hôpital vous ont laissé encore pendant 4 jours? Moi, je ne sais pas, ils me disent le corps n'est pas ouvert, le corps n'est pas ouvert. On est là pendant 4 jours. Donc, au final, vous avez fait 10 jours de travail? Oui. Seigneur. Alors, Le 11e jour, on était parti dans une grande hôpital à Faubert. Et j'ai accouché par césarienne. oui? Après 2 semaines, j'ai pas eu de semaine à l'hôpital de Faubert là. Au retour à la maison, j'ai constaté que je coule de l'eau, mais ce n'est pas l'eau seule. Pendant 3 semaines comme ça, j'ai constaté que c'est l'urine qui sort. Quand je ne sais pas si je vais uriner. Si je saute debout comme ça, là, Oui. ça coule très. Donc, en fait, vous n'arrivez plus à contrôler donc, la miction et tout le reste. C'est ça. Je ne peux pas uriner. Je ne sens pas urine après la sortie de l'urine. Mais après ça, quand vous avez constaté, quelle a été la suite? Comment est-ce que vous avez été découverte et prise en charge, traitée et guérie? Je suis retournée à l'hôpital de Faubert. Là où on m'a fait l'opération. Oui. Et j'ai rencontré une personne. Et il m'a envoyé chez un grand frère qui est à Faubert là. On l'appelle le grand frère Christophe Bancolé. OK. C'est lui qui m'a envoyé chez les mamans de la fondation Claudine Talon. C'est comme ça que vous avez découvert la fondation Claudine Talon. C'est ça. Et c'est la fondation qui a commencé donc par porter les soins dont vous aviez besoin. C'est ça. Et on était allé à l'hôpital de Cotonou là-bas. D'accord. Et on nous a fait des dépistages. Et ils ont vu que j'ai attrapé la maladie. C'est ça. C'est vrai que la communication est hachée, mais bon, on essaie de vous suivre. Mais dites-nous, sur tout le processus, est-ce que vous avez eu à dépenser depuis que la fondation vous a prise en charge? Non, on nous a fait l'opération et je suis guérie. Je n'ai pas payé l'argent de la nourriture, je mange à ma faim, je mange correctement, 3 fois par jour. Bravo. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, cette maladie a disparu. Je prends la bouillie, plus le docteur, appétit, je prends ce que je veux. D'accord, nous sommes heureux pour vous. Mais on va voir si l'alimentation contribue à la préparation. mais dites-nous, madame, au moment où vous souffriez de cette maladie, quelle a été la réaction de votre mari et de votre famille? Je pleure tous les jours. Les gens disent que c'est la maladie des sorcières. Et je pleure tous les jours. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller au marché, je ne peux pas aller au champ, je ne peux pas sortir. Vous avez géré ça pendant combien de temps? J'ai vécu la maladie pendant 7 mois comme ça. Wow. Eh bien, et je demande au Dieu de prendre ma vie. Parce que je suis fatiguée de la maladie. La maladie, c'est très grave même.
Ben, disons merci au Seigneur qui a fait que vous avez pu rencontrer Voilà, la fondation tomber sur- et aujourd'hui, sur- vous êtes guéri. Alors, si vous avez un mot, juste un dernier mot à dire aux femmes qui... Après la guérison, on nous a appris les métiers. Ah, vous avez appris un métier. Couture, Oui. pelage. Mhm. Donc, avec aujourd'hui, vous la travaillez... préparation des savons. Aujourd'hui, vous travaillez. Vous faites quel travail dans tout ça? Moi, je fais tissage. OK, d'accord. Mais- Allez. Permettez. Après avoir fini, Mhm. la fondation nous a acheté la machine. Un peu Ils comme nous ce que ont nous donné avons en image. une enveloppe de 100 000 francs. Avant la maladie, je vendais un peu de divers. OK. Maintenant, quand je suis guérie là, ils m'ont donné les divers, 2 sacs de riz, un bidon de En tout cas, ils vous ont fourni tout ce qu'il faut pour relancer votre activité, n'est-ce pas? Oui. Allez, merci beaucoup. Mais permettez qu'on puisse avoir son avis sur ce point. Mais lorsque vous avez été traité, guéri, vous avez appris quelque chose à faire, arrivé à la maison, est-ce que votre mari, votre famille vous ont accueilli comme il se doit? La famille est heureuse de m'avoir rencontré, guéri, avec ce travail, avec des designs. Aujourd'hui, j'ai 3 apprentis. OK, d'accord. Et je travaille correctement. Merci beaucoup à vous. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur encore et encore. Eh bien, merci d'être intervenu dans cette émission. Bonne journée à vous. Ben voilà, je crois qu'elle est partie. Et oui, mesdames, messieurs, voilà un témoignage Vivant. poignant. On a eu assez d'informations dans la avec région elle. sud du Bénin. Parce que oui. Pobé, c'est dans la région sud. Et il y a du eu un Bénin. problème qui s'est posé. C'est comme si même les médecins ne connaissent pas la maladie. Comment cela se manifeste? Non, en fait, la fistule comme maladie, nous devons plutôt lutter pour la prévenir. Parce que quand la maladie est là, c'est déjà trop tard. Oui, mais docteur, professeur, je ne vous arrête pas. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'une femme en travail soit laissée par des sages-femmes, des gens supposés connaître le métier et accoucher la femme? Elles l'ont laissée pendant 4 jours. Non, il y a une raison valable. Non, mais Ils ont dit que le col n'était pas Oui, mais ouvert. d'accord, mais moi je voudrais comprendre, vous qui Je êtes ne les professeur. défends pas, mais- Non, moi je veux comprendre, vous qui êtes professeur, vous qui êtes de la santé, comment est-ce que cela peut s'expliquer? Est-ce qu'elle n'a pas contribué à envoyer la femme dans cette maladie? En fait, il y a des questions que je n'ai pas pu lui poser parce que le travail d'accouchement a une définition médicale. Et 10 jours de travail, je n'en ai pas encore vu. Jamais. Donc, Ou bien ça fait autre chose qu'elle a confondu avec le travail. Elles se sont profanes et du Voilà, travail de 10 c'est jours, ça. mais 10 jours de travail, c'est pas, je n'ai pas encore personnellement vu ça, quoique je ne suis pas gynécologue. Et donc, il doit avoir eu... Et comprenez aussi que elle a quitté un centre périphérique pour aller dans un hôpital où il y a un bloc opératoire. Tout à l'heure, quand je parlais, je disais qu'on doit avoir accès à un hôpital où il y a un bloc opératoire. Donc, les sages-femmes, à un moment donné, ont compris que leur limite, elles ont atteint leur limite. Elle ne nous dit pas quelle était l'approche, est-ce qu'elle m'a accepté au départ la césarienne? Comment elle est arrivée à la césarienne? Parfois, c'est la famille qui dit non. Parfois, peut-être que les sages-femmes m'ont dit, bon, on va t'envoyer, on va te référer à un hôpital supérieur. On dit non. On dit aux gens, allez au Sénat-CHU, ils mettent la main sur la tête. Comme si c'est... Parce que ça coûte des millions. Mais je n'ai pas compris, la césarienne, normalement, est-ce que ça doit contribuer à avoir encore de fistules? Non, la fistule est liée au fait qu'une partie de l'utérus et de la vessie n'a pas eu du sang pendant un temps donné. D'accord. Parce que le bébé qui veut sortir est coincé et donc le sang n'arrive pas, ne circule plus. Donc cette partie du corps est morte. Oui. Et donc quand le bébé sort, cette partie va tomber et donc l'urine va commencer à sortir par ce trou-là. Donc c'est comme si on a étranglé la partie là pendant un temps et donc cette partie n'est pas vitalisée. Elle meurt et donc l'orifice va donner le droit au passage de l'urine. Avant de passer le message, à faire la parole à Mme Toko, nous avons un message sur le forum WhatsApp de l'émission qui dit ceci: cela ne devrait pas déranger.
Mais dans nos zones reculées, ce n'est pas facile pour ces femmes. La stigmatisation est le maître mot. Tout ça parce que nos parents, de l'autre côté, n'en savent rien. Moi, je souhaite que, comme les spots de Corona Pass, qu'on passe aussi les spots de sensibilisation sur les risques liés à cette maladie. Donc, il faut beaucoup plus de sensibilisation. Oui, et justement, dans ce cadre, Madame Doko, vous qui êtes coordonnatrice, quelles sont les actions que vous faites pour on est plus loin de 2030, hein? Voilà, parce que là, il reste 9 ans. Là. Nous faisons donc ces actions. À chaque mission chirurgicale, nous faisons des spots dans toutes les langues, jusqu'à 12 langues. Mais pourquoi ne pas procéder généraliser un peu comme Covid-19 aujourd'hui? Je ne sais pas, les heures d'écoute, passer ça en boucle sur les chaînes de télévision, les radios communautaires et tout ça. Pas sur la radio communautaire, mais comme je dis, nous le faisons à chaque mission. Nous le faisons quand nous faisons la formation des relais communautaires. Mais est-ce que ce n'est pas limité, madame? Parce que là, ça continue. Oui, parce que si vous attendez vos missions, voilà, si vous attendez vos missions pour faire cette communication, pour faire cette sensibilisation, le professeur Avakoudia vient de nous dire... Nous faisons ce que nous pouvons faire. Non, le professeur Avakoudia dit qu'à Cotonou, on a eu des cas. Moi, ça m'a étonné. Ah, bien sûr, il y a des cas à Cotonou. Nous avons, tout le monde est, comme je dis, comme le disait la dame tout à l'heure, il ne faut pas se moquer de celle qui n'a pas encore atteint l'autre rive. Nous avons des fonctionnaires qui ont la fistule obstétricale, nous avons des médecins qui ont la fistule obstétricale. Là, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par la fistule et la Fondation Claudine Talon quand même se bat au niveau de la communication pour faire l'essentiel pour éradiquer ce mal. Mais pour aujourd'hui, la réinsertion, la dame a commencé par en parler. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Est-ce que vous tenez compte de ce qu'elles veulent pour les envoyer dans les métiers ou on choisit la voie? Après, le troisième volet, comme je vous disais, c'était donc la réinsertion socio-économique de ces femmes. En fait, quand elles finissent d'être opérées et qu'elles sont déclarées guéries par le médecin, la Fondation Claudine Talon a des centres. Donc, nous avons un centre à Tanguita et un centre à Parakou. Donc, une fois que les femmes sont guéries, elles rentrent dans ce centre de formation pour une durée de 2 à 3 mois où elles apprennent des petits métiers le temps de leur convalescence. Donc, ça va de la couture au perlage, au tissage, à la savonnerie. Comme elle a dit. Comme elle a dit. Et nous leur demandons, en général, quand elles rentrent, nous leur demandons, bien sûr, quand elles rentrent dans ce centre, qu'est-ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Et en fonction de cette panoplie de métiers que nous leur proposons, elles choisissent. Et quand elles finissent donc leur séjour au centre, la Fondation donc, leur donne du matériel pour faire leur activité génératrice de revenus. Et dans la société, vous les accompagnez dans leur communauté où elles sont livrées à elles-mêmes? Elles vous reviennent après? Elles ne sont pas livrées à elles-mêmes, elles sont suivies justement pendant 1 an. Nous faisons 6 suivis de ces femmes pour voir comment fonctionne leur activité et leur état de santé aussi, tout ça, parce que la vision donc, de la Fondation Claudine Talon, c'est de veiller à la santé de la mère et de l'enfant. Donc, elles ne sont pas livrées à elles-mêmes, elles sont quand même suivies pendant 1 an. Est-ce que vous arrivez à avoir un impact sur le regard que la société ou bien l'entourage de ces femmes porte sur elles après la guérison? Il nous arrive après la guérison que certaines femmes ne sont pas tout à fait acceptées dans leur communauté, soit parce qu'elles arrivent avec quelque chose en main. Ça a été la femme qui avait été rejetée en son temps, qui n'avait pas du tout les moyens, qui était délaissée. Elle revient aujourd'hui guérie, toute belle, dans sa communauté, avec une activité. Et elle a même dit, Parfois, elles ne sont pas acceptées par leur propre communauté, donc par les ONG qui travaillent avec nous, les 6 ONG. On les accompagne. Madame Pounami Doko, définitivement, vous allez devoir passer par la direction des relations publiques pour régler la facture. Elle fait bien son job. Il n'y a plus rien à faire, parce que là, moi, je ne voudrais pas qu'on touche à mon maigre salaire. Non, nous sommes dans une œuvre sociale actuellement. Vous devez contribuer d'ailleurs. Vous devez être notre porte-voix. En tout cas. Donc, professeur Avakoudia, dites-nous, si vous devriez donner des conseils pour clôturer ce débat, que diriez-vous? Je dirais qu'il y a de l'espoir aux femmes qui souffrent de ce mal. Je voudrais dire que l'éducation doit aller dans tous les hameaux. Parce qu'une femme qui est instruite, éduquée, sait comment s'occuper de sa propre santé. Et cela rentre
dans le programme des soins de santé de la reproduction. Je pense que ce volet de la santé de la reproduction, si elle est enseignée, si elle est enseignée dans les écoles primaires, dans les ateliers de couture, de maçonnerie, je pense qu'on va avoir moins de problèmes. Parce qu'une femme qui connaît sa santé, son corps, elle sait comment on gère une grossesse, et c'est les soins qu'elle doit avoir pendant une grossesse, aura moins de cas de fistule dans nos communautés. Madame Pounami Doko, si vous devriez... Doko. Ah, Doko. Ah, d'accord, autant pour moi. Si vous devriez conclure, que diriez-vous? Je dirais que la fistule obstétricale n'est pas une maladie, n'est pas une fatalité, excusez-moi. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité, c'est une maladie et qu'elle se guérit. Donc je demanderais à tout le monde, à toutes les femmes qui sont dans leur hameau de sortir, à toutes les personnes qui connaissent des gens qui ont cette maladie, de se rapprocher de la Fondation Claudine Talon. Elles vont quitter leur village pour venir à de se rapprocher dans cette descente de santé, de se rapprocher des ONG partenaires que nous avons dans leur communauté. Madame Pounami, puisque vous avez promis de passer à la DRP, vous donnez le numéro vous-même. Allez-y. D'accord. Non, vous avez pris l'engagement de passer à la DRP. Je vais veiller à ça. Sinon, je vais rencontrer la première dame pour me plaindre. Nous avons une prochaine mission de fistule obstétricale le 17 mai prochain au service du professeur Avakoujo, donc lundi prochain. Donc, toute personne connaissant une personne qui souffre de ce mal, merci donc de composer le 69 59 88 88. Voilà. 69 59 88 88. C'est un numéro gratuit. Gratuit. Allez, mesdames, messieurs, quand vous allez appeler, merci à la réalisation. Ton dynamisme. Eh bien, voilà, il est avec nous. Voilà. Timothée, merci beaucoup. De toutes les façons, on va apporter le justificatif de la facture ici. C'est important. Allez, mesdames, quand vous avez ce mal, quand vous vous sentez mal dans votre peau, quand suite à l'accouchement il y a un problème, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Oui. La fistule obstétricale, c'est une maladie comme toute autre maladie. Si les gens vous rejettent, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a une solution. Vous pouvez revenir dans votre famille, requinquer, différente de celle que vous aviez été hier. Et puis, pourquoi pas... Avec même un travail en main. Avec un travail en main, oui, pourquoi pas. Ah oui. Allez. Vous sortez du cadre du chômage, quoi. Ah, voilà, aussi simple que ça. Merci, mesdames, messieurs. Nous, on prend une petite pause. Juste quelques secondes. Il le faut, vous transpirer à la limite. Bon, d'accord, allez. On est à vos ordres. On prend la pause, on revient.